Come on in. Have a seat, won't you? Oh, thank you, sir. We'll begin our interview in just a moment. Let's roll down our camera. Juge Kennedy, que pensez-vous du radiothéâtre de M. Wells? J'ai assurément une opinion. Je crois que M. Wells et la chaîne Columbia Broadcasting System devraient être traduits en justice pour leurs mauvaises actions. La prestation radiophonique de Wells dimanche soir a démontré ses instincts inhumains et son plaisir aliéné d'engendrer de la détresse et de la souffrance à travers tout le pays. Il incarne le furoncle suppurant des artistes du théâtre dégénéré, et il doit des excuses pour ses actions dignes d'une aliénation consommée. La guerre des mondes d'Orson Welles. Jamais une pièce de radiothéâtre n'a provoqué autant de rage et de chaos. Plus d'1 million de citoyens ont cru, ne serait-ce qu'un moment, que les États-Unis étaient envahis par des Martiens. Et toute la nation se demande ensuite comment elle a pu croire à ces sottises. Avez-vous été étonné par les réactions des auditeurs? À mon avis, les réactions ont prouvé à quel point les gens sont stupides en général. J'apprécie le travail de CBS et de la radio pour ce qu'ils ont fait pour le monde. Mais pourquoi ne respectent-ils pas cette appréciation? Pourquoi détruire toute la foi et la confiance du public envers les informations qu'ils transmettent à la radio? Brillamment dirigée par Orson Welles, La guerre des mondes est devenue l'émission la plus connue du monde radiophonique de toute l'histoire. Elle a ensuite été surnommée l'émission Panique. Tout a commencé un peu après 20 heures dans l'est du pays, lors d'un dimanche soir comme les autres. Les gens avaient terminé leur souper, lavé leur vaisselle et allumaient leur radio plus ou moins au même moment. The Columbia Broadcasting System and stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns. Nous sommes le soir du 30 octobre, la veille de l'Halloween, aussi appelée la nuit des malfaiteurs, la nuit du diable ou de l'enfer. Depuis 200 ans, cette nuit a inspiré toutes sortes de traditions plus ou moins inoffensives. Pourtant, en 1938, la soirée du 30 octobre allait réveiller l'angoisse d'une nation tout entière. Mademoiselle Hoadley? Oui? Pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu le soir du radiothéâtre? Oui, bien sûr. Je revenais d'une belle soirée de prière et d'un souper qui a coûté 62 cents au restaurant Hyler's. Et c'était délicieux. J'ai enfilé mes vêtements d'intérieur et je me préparais à raccourcir ma jupe en velours. Évidemment, c'est à ce moment que j'ai allumé la radio. Des dizaines de millions d'Américains qui écoutent la radio à 20 heures, bien peu s'intonisent la chaîne de la guerre des mondes. La majorité des auditeurs choisissent plutôt d'écouter le numéro du ventriloque Edgar Bergen et de sa marionnette Charlie McCarthy. Le duo fait sensation dans l'émission de variété à NBC intitulée L'heure Jason Sanborn. A haunting we will go, a haunting we will go. Hey, Charlie, the word is hunting. Well, not on Halloween, it ain't. Thanks, Charlie, but we'll let Nelson Eddy do the singing. And it's the rousing, rip-roaring Song of the Vagabonds from the Vagabonds. Lorsque le numéro comique fait place à la musique, des millions d'auditeurs commencent à tourner le bouton. Il y avait un bouton qui servait à changer de station, l'équivalent des télécommandes à distance d'aujourd'hui. Les gens tournaient ce bouton
Et c'est là que les choses se sont envenimées. Les gens avaient raté le début et donc ils ignoraient qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre radiophonique. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Subitement, on entend cette annonce terrifiante. Un certain professeur de l'université de Princeton venait d'observer de nombreuses explosions sur la planète Mars et des faisceaux énormes de flammes bleues se précipitaient sur la Terre à une vitesse folle. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. We have dispatched commentator Carl Phillips to the scene. Puis un autre bulletin de nouvelles a suivi. Un fermier de Grover's Mill, au New Jersey, venait de voir une météorite s'écraser sur sa terre. Qu'a-t-il dit? Il a décrit un bruit sifflant et une lumière verte qui a frappé la terre avec une force tellement puissante qu'il est tombé de sa chaise. J'ai commencé à écouter la radio après que l'annonceur ait demandé au fermier du New Jersey de décrire ce qu'il avait ressenti après ce qu'il venait de voir dans sa cour arrière. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. Ça semblait réaliste. Et j'ignorais à ce moment-là que c'était du théâtre. J'ai pris à la lettre tout ce que l'annonceur disait et j'ai songé qu'il s'agissait sûrement d'une urgence nationale. En moins de 2, les Américains ne parlent que de cette crise terrifiante. Il s'est écoulé 10 ans depuis que l'économie s'est écroulée, laissant des millions de familles sans sous, avec des garde-manger complètement vides et un quotidien rempli d'inquiétudes perpétuelles. Le krach de la bourse a provoqué des dizaines de milliers de pertes d'emplois, suivies de faillites de banques. Des centaines de banques ont déclaré faillite. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Le gouvernement savait à quel point les gens avaient peur de l'avenir. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. Savamment, il a compris que l'ambiance qui dominait le pays dans les années 1930 ne provenait pas de la colère ni du ressentiment envers le système capitaliste ou les patrons qui avaient mis à pied un nombre record de salariés, mais plutôt la peur et la honte, et plus particulièrement la peur. Suite à la grande crise de 1929, la radio est devenue un réseau vital, présent en 1938 dans les résidences de 80% des Américains, et ils en sont très fiers. Les Américains sans emploi n'arrivent plus à payer leur voiture ni leur laveuse à linge. Ils n'ont plus le téléphone, mais ils sont des millions à se procurer des radios. We interrupt our normal schedule briefly to bring you a special bulletin from the Press Radio Bureau. Depuis quelques années, les nouvelles transmises dans les foyers sont rarement bonnes. The worst storm in years along the eastern seaboard has taken a death toll estimated at more than 200 lives. Untold damages were left. Des catastrophes sans précédent tellement horribles qu'elles étaient difficiles à croire. Et pourtant, elles étaient vraies. The sympathy of the world goes out to Colonel Lindbergh and his devoted wife in their supreme anguish at the kidnapping of their baby son, Charles Augustus Lindbergh, Jr. Ladies and gentlemen, tous les jours, les auditeurs entendent des histoires d'horreur. Les désastres se succèdent. Puis ils entendent l'annonce d'un accident tragique. En mai 1937, l'aéronef allemand Hindenburg, qui transportait des passagers, est détruit par un incendie au New Jersey.
It's bursting into flames. Get it started. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames, and it's falling on the mooring fast, and all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's crashing to the ground. All the humanity and all the passengers. Durant la même période, des menaces de guerre planent en arrière-plan. President Roosevelt again appeals to Hitler to preserve peace. Even worse. Pire encore, ce qui se passe outre-mer fait comprendre aux gens que la menace ne vient pas que de chez nous, mais également de l'autre côté de l'océan. In Germany, Adolf Hitler defies the Treaty of Versailles. En septembre 1938, pendant 18 jours, la radio transmet presque uniquement des nouvelles qui proviennent d'Europe. Adolf Hitler menace d'agrandir le territoire allemand et la crise mène à la signature des accords de Munich, grâce auxquels le monde entier évite la guerre temporairement. Hitler has demanded 11,000 square miles of Czechoslovakian territory and threatened war. Les gens se levaient le matin et écoutaient Hitler qui avait l'écume à la bouche. Des interprètes traduisaient les paroles d'Hitler en simultané. Les bulletins de nouvelles étaient diffusés plus fréquemment. En septembre 1938, les Américains étaient habitués aux interruptions de leurs émissions. C'est pour cette raison que plus de gens s'intéressaient à la radio. Les Américains voulaient croire qu'ils n'auraient pas à se mêler du conflit dramatique qui se déroulait en Europe. Mais ils sentaient également que ce serait probablement inévitable. C'était non seulement une période de grand-peur et d'angoisse, mais surtout d'appréhension. D'appréhension face à ce que l'avenir réservait. Un mois s'est écoulé depuis les accords de Munich. Un mois tendu, à la paix fragile et incertaine. Puis d'une municipalité obscure du New Jersey provient ceci. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Quelques instants plus tard, des créatures étranges sont sorties de la chose. Elles semblaient flotter et elles aspergeaient la foule de rayons de lumière. Les gens ont ensuite commencé à émettre, non, à hurler, des sons d'agonie évidente. Et Phillips criait dans le microphone. Humped shape is rising out of the pit. And make out a small beam of light against a mirror. Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Puis, plus rien. Silence. Orson était au milieu du studio de la station de radiodiffusion. Et il a fait ce geste, comme ça. Silence. Il a fait durer la pause. Tellement longtemps. Il faisait ça. Ce moment a été inspirant pour Orson Welles, le jeune directeur de 23 ans du théâtre radio Mercury. Welles est debout et immobile dans le studio 1 du 20e étage de l'édifice de Columbia Broadcasting Service dans la ville de New York. 10 comédiens et un orchestre de 27 musiciens attendent le signal de Welles, mais il décide de prolonger le silence. Orson était le plus grand réalisateur de l'époque à la radio et certainement le plus innovateur. Il a enfreint des règles qui n'existaient pas encore. Dans le milieu théâtral, Welles est déjà connu pour avoir un grand talent. Comme comédien, il a tenu des rôles importants à la radio, souvent anonymement, dans plus de 25 émissions différentes par semaine. Remember,
The shadow has never failed you yet. Les auditeurs peuvent reconnaître sa voix dans la série de Shadow, où il incarne un mystérieux justicier qui possède le pouvoir de se rendre invisible aux yeux des gens en brouillant leur esprit. Maneuvered your submarine alongside the ship just as I planned. C'est comme metteur en scène qu'il a connu ses premiers grands succès, notamment au New Deal Federal Theatre Project. Tyrant, show thy face! À Harlem, Wells offre une version de Macbeth qui se déroule à Haïti avec des comédiens noirs. My name's Macbeth. Immédiatement, il s'attire la réputation d'un prodige provocateur. Le magazine Time le qualifie même de la lune la plus brillante sur Broadway. Avec son partenaire de production John Houseman, Wells décide de faire valoir sa sensibilité unique au théâtre radio Mercury, une heure commanditée par CBS pour présenter ses adaptations de la littérature populaire. The Columbia Network is proud to give Orson Welles the opportunity to bring to the air those same qualities of vitality and imagination that have made him the most talked-of theatrical director in America today. L'idée de la guerre des mondes est de Wells lui-même. Il s'est dit que le sujet créerait une bonne dramatique radiophonique. Son co-directeur, John Houseman, n'était pas du même avis, mais Orson lui a dit « J'aime cette histoire et j'admire le travail de H.G. Wells ». Houseman a roulé les yeux, le soupçonnant de n'avoir jamais lu l'histoire, mais d'avoir pensé que c'était une bonne idée de l'exploiter. Dans son livre publié en 1898, l'écrivain britannique H.G. Wells raconte une fable de destruction terrifiante dans laquelle les Martiens provoquent le chaos dans les campagnes de l'Angleterre. Pour la présenter au Mercury, Orson Welles demande à Howard Koch d'adapter l'histoire pour qu'elle se déroule aux États-Unis. Koch lui a répondu que c'était une tâche colossale qui ne l'intéressait pas. Il voulait faire autre chose, mais évidemment, Wells a insisté. Le lundi, 7 jours avant la diffusion, c'est un Koch paniqué qui s'arrête à une station-service le long du fleuve Hudson. Il achète une carte du New Jersey et plus tard, les yeux fermés, il choisit au hasard l'endroit où les Martiens vont atterrir. Grover's Mill. Les Martiens allaient donc atterrir à Grover's Mill au New Jersey. Et encore aujourd'hui, Grover's Mill est l'un des endroits les plus célèbres pour cet événement historique qui n'a jamais eu lieu. Les jours suivants, harcelé par Houseman, Koch écrit un brouillon, car le jeudi, une répétition générale sera enregistrée pour approbation finale d'Orson Welles. L'enregistrement est livré à Welles en main propre, à l'hôtel Regis, puisque comme toujours, son horaire chargé l'empêche de se préoccuper de la pièce, ce qu'il fera à la toute dernière minute. C'est à 1 ou 2 heures du matin, le vendredi, moins de 72 heures avant la diffusion en direct, que Welles écoute finalement l'enregistrement et le trouve franchement endormant. À la réunion portant sur la diffusion de la guerre des mondes, l'opinion générale était unanime. La pièce était ennuyante et démodée et personne n'allait l'écouter. Ils se demandaient comment ajouter du piquant pour en augmenter l'intérêt. Plus tôt dans la soirée, Wells avait écouté sur la chaîne CBS la présentation d'une pièce d'Archibald MacLeish intitulée Air Raid. There's the siren, the signal. They've picked them up at the border. L'histoire est de la fiction, mais elle est diffusée sous forme d'un bulletin de nouvelles. We've got them now. We see them. They're out of the dazzle. They're flying fighting formation and column. Squadron following squadron. 10, 15 squadrons bombing model closely. Ils travaillaient fort sur le texte de la guerre des mondes pour lui donner plus de vie. Puis l'idée du bulletin de nouvelles a été lancée. Ils se sont dit, pourquoi pas? À peine 1 mois après la conférence de Munich. Les bulletins de nouvelles étaient de plus en plus fréquents, ce qui n'a pas échappé à Wells. This bulletin is from the Press Radio Bureau. À l'époque, et encore de nos jours, les gens angoissaient en entendant « Nous interrompons la programmation régulière pour un bulletin de nouvelles ». Et si c'était grave? Ladies and gentlemen, here is a bulletin from Trenton. L'équipe craignait que la guerre des mondes soit endormante et sans intérêt. On peut dire que ça a été tout le contraire, n'est-ce pas? Le vendredi, après plusieurs heures de réécriture, le texte est envoyé au service juridique de CBS pour approbation. Craignant des poursuites pour diffamation,
les avocats du réseau interdisent la mention de noms de vraies entreprises et de vraies personnes et exigent pas moins de 28 changements. Finalement, le dimanche arrive. Durant la répétition générale, Wells insiste sur le réalisme de l'histoire. Il change plusieurs répliques, le rythme et des repères musicaux. Entre-temps, le comédien Frank Riddick, qui tient le rôle du journaliste Carl Phillips, se rend à la bibliothèque des archives de CBS et pour s'inspirer, écoute en boucle les témoignages de gens qui ont assisté à l'écrasement du Hindenburg. It burst into flames. Get this started. It's crashing, and it's crashing. It's crashing. Terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames. And Lord, it's turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our... À quel moment avez-vous eu le plus peur? L'affreux silence de l'annonceur. J'ai pensé qu'il était mort parce qu'il était trop près de l'action jusqu'au dernier moment, même au péril de sa vie. Il était mort par souci d'informer les auditeurs et le monde entier. La musique de l'orgue venait de commencer quand elle a été coupée, et une voix disait « Le cylindre est dans un cratère profond. Il n'y a aucun signe de vie. Des corps calcinés gisent tout autour. » Ma mâchoire est tombée sur ma poitrine, et je me tirais les oreilles pour être certain de bien entendre. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight... Lorsqu'il a annoncé qu'il s'agissait d'une invasion de Martiens, plusieurs auditeurs ont jugé l'affaire tellement ridicule qu'ils ont compris que c'était de la fiction. Par contre, d'autres se sont dit « Il est possible qu'il y ait des créatures intelligentes sur Mars et elles sont ici pour nous manger. » Carrément. Ma voisine est arrivée chez moi en état de choc. Elle a dit « Viens avec moi, tu dois entendre les nouvelles à la radio. » À quel sujet lui ai-je demandé? Elle avait piqué ma curiosité. Des Martiens, a-t-elle répondu. Ça a été sa réponse. Des Martiens. J'étais sceptique, mais pas pour longtemps. La science n'a-t-elle pas prouvé qu'il y a de la vie sur Mars grâce à leurs observations? En 1938, les gens ne subissaient pas la pollution par la lumière. Ils pouvaient sortir de leur résidence et observer le ciel. Ceux qui regardaient le ciel distinguaient facilement la planète Mars grâce à sa couleur unique. Depuis des siècles, la couleur rouge de la planète Mars suscite une fascination perplexe. La planète Mars est juste assez près de la Terre pour qu'on puisse l'observer. On la voit suffisamment pour supposer qu'elle est semblable à la Terre, mais pas assez pour savoir ce qu'il y a dessus. C'est pourquoi le mystère a toujours plané autour de cette planète. Au début des années 1900, les spéculations sont devenues des obsessions, causées par les observations de l'astronome Giovanni Schiaparelli, qui a aperçu des formations rectilignes sur la surface de la planète. Schiaparelli les appelle canali, et le mot a été traduit incorrectement par canot. Une fois le mot canal lancé, il n'était pas sans rappeler une panoplie de constructions humaines, particulièrement au début du 19e siècle, pendant lequel plusieurs canaux de navigation avaient été construits, dont le canal de Panama. Le mot sous-entendait un travail d'ingénierie. S'il y avait des canaux, il y avait forcément des constructeurs de canaux. Même si la communauté scientifique nie en bloc, l'idée des Martiens ingénieux frappe l'imaginaire du monde entier.
alimentant des théories farfelues qui mènent à de la fiction, des chansons populaires et des films. It's no use, Flash. You mean we're gonna crash on Mars? Look, Doc, we're heading straight into the beam. Aussi récemment qu'en 1924, les corps de transmission de l'armée ont ordonné aux stations de radio du pays tout entier d'éteindre leurs signaux pour savoir si la planète rouge envoyait des signaux à la Terre. Seulement 3 jours avant la diffusion radiophonique de la guerre des mondes, le journal Christian Science Monitor a écrit qu'un astronome scandinave avait confirmé l'existence de vie sur Mars. Mars revenait souvent dans l'actualité. Alors en 1938, à l'époque où on a annoncé la présence de Martiens à proximité de la ville de New York, les gens étaient déjà familiers avec la planète rouge et pouvaient facilement se l'imaginer. We take you now to the field headquarters of the state militia near Grover's Mill, New Jersey. This is Captain Lansing of the Signal Corps, attached to the state militia, now engaged in military operations in the vicinity of Grover's Mill. The cylindrical object, which lies in a pit directly below our position, surrounded on all sides by 8 battalions of infantry. Looks almost like a real war. There appears to be some slight smoke. À 20h15, heure de l'Est, les téléphones sonnent frénétiquement à travers tout le pays. Inquiets, les Américains veulent parler à leurs parents et amis pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Ils veulent les prévenir du danger ou confirmer ce qu'ils ont entendu à la radio. Pendant plusieurs heures, les journaux, les stations de radio et les postes de police sont inondés d'appels d'un océan à l'autre. Well, I can't help that, ma'am. We just don't know anything about it. Well, did I say something about a quiet Sunday evening? What's going on? Rapidement, d'étranges bulletins de nouvelles sont diffusés sur les fils de presse et à Bergenfield, au New Jersey, juste au nord de Grover's Mill, une vingtaine de familles se présentent au poste de police avec tous leurs biens entassés dans leur voiture. À Indianapolis, une femme accourt dans une église méthodiste en hurlant que la fin du monde est arrivée. Dans l'État de Washington, une panne électrique majeure survient à un étrange moment, plongeant la petite ville de Concrete dans l'obscurité totale. Ses habitants terrifiés s'enfuient dans les montagnes. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against a single fighting machine of the invaders from Mars. 120 known survivors. Here's a special bullet in New York. Here's a special bullet in New York. Ma femme est arrivée. Elle se tordait les mains de nervosité et elle avait les yeux sortis de la tête lorsqu'elle a crié « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui ça peut bien être? Les Allemands ?» Elle n'avait pas entendu le mot martien. Mais moi, oui. There's a brief statement informing us that the charred body of Carl Phillips has been identified in a Trenton hospital. Nous nous croyons très intelligents, mais si on nous annonce un danger possiblement très menaçant, nous réagissons de manière à nous protéger physiquement. C'est un réflexe instinctif. La peur d'abord, la raison et les faits ensuite. À l'époque, cette population était déjà stressée à cause de la grande crise et de la possibilité d'une guerre. Elle était plus sensible à n'importe quel signal de danger. Le climat était déjà extrêmement tendu. The rest strewn over the battle area from Grover's Mill to Plainsboro, crushed and trampled to death under the metal feet of the monster, or burned to cinders by its heat ray. Their apparent objective is to crush resistance, paralyze communication, and disorganize human society. Here is a bulletin from Bessemer. On croyait que c'était la fin du monde. Étonnamment, mon cœur n'a pas lâché parce que je suis nerveuse de nature. Je suis sortie de la maison et je ne savais pas ce que je faisais. Je répétais à toutes les personnes que je croisais, « Ne savez-vous pas que le New Jersey a été détruit par les Allemands? Je l'ai entendu à la radio. » Extraterrestres, armés, envahisseurs. À la fin des années 1930, c'était facile de passer rapidement de martien à allemand. Naturellement, on parle de ce qu'on connaît. Notre cerveau préfère les raccourcis. Dans notre esprit, nous cherchons ce que nous savons pour interpréter les événements. Hitler liked to start invasions on weekends. It was a way, he said, of catching other nations napping.
Ces repères ont été mentionnés dès les premières minutes de la pièce, et nous sommes contrôlés par ce genre de mots-clés. Ils sont généralement dans notre subconscient et n'ont rien à voir avec notre intelligence. The monster is now in control of the middle section of New Jersey and has effectively cut the state through its center. Communication lines are down from Pennsylvania to the Atlantic Ocean. Railroad tracks are torn and service from New York to Philadelphia discontinued except... Quand je suis rentrée, j'ai réveillé mon neveu. Ensuite, j'ai regardé dans la glacière et il restait du poulet. Et j'ai dit à mon neveu, aussi bien le manger parce qu'on ne sera plus là demain matin. Highways to the north, south and west are clogged with frantic human traffic. Dans le studio 1, l'horloge indique maintenant 20h30. Au cours des 12 minutes précédentes, Wells et son équipe ont tué Carl Phillips, détruit toute l'armée du New Jersey et annoncé l'invasion des Martiens dans tout le pays. Une des choses incroyables sur la première partie de cette diffusion est la rapidité étonnante des événements. On sait aujourd'hui que tout ne se déroulerait pas aussi vite. Une armée prête à intervenir en 15 minutes, par exemple. Pourtant, Wells a imposé son rythme et les gens ont fait abstraction de leur jugement. L'effet Svengali de Wells a hypnotisé des millions de personnes. Il faisait apparaître des choses comme si les événements se déroulaient en temps réel. La crise à son apogée, le comédien Kenneth Delmar s'approche du microphone et, comme Wells lui a demandé, il présente sa meilleure imitation de Franklin D. Roosevelt. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the country, nor the concern of your government in protecting the... Les gens connaissaient cette voix. Et même si la personne présentée était le secrétaire de l'Intérieur, il disait « On a entendu le président ». Dans ce grand moment d'anxiété, le non-verbal a gagné sur le verbal. Au milieu du discours de Delmar, le téléphone sonne dans la salle de contrôle. Le responsable de la programmation de CBS répond au téléphone et sort rapidement du studio. À son retour, quelques minutes plus tard, John Houseman le trouve aussi blanc qu'un mort. Les patrons du réseau ont ordonné l'interruption de l'émission avec une pause identifiant la station. Les standards téléphoniques de CBS ne dérougissent pas. Les auditeurs devaient être informés que cette histoire était de la fiction. Wells était au microphone, le studio était à lui, et à ce stade, plus rien ne l'arrêterait. Newark, New Jersey. Newark, New Jersey. Warning. Poisonous black smoke pouring in from Jersey marshes. Ma bouche est restée ouverte pendant que j'écoutais ces nouvelles. Je connaissais les noms des villes. Bayonne et ensuite New York et New Jersey. Détruites? Les masques à gaz étaient inutiles? Les hommes tombaient comme des mouches? New York City, the bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Estimated in the last 2 hours, 3 million people have moved out along the roads. J'avais tellement peur que je me suis mise à pleurer. Je suis descendue immédiatement et j'ai pris ma mère par le bras, nos manteaux et mes clés. Je toussais et je pleurais. Maman, on va tous mourir ce soir. Maman, la fumée noire commence à m'étouffer. Est-ce que vous la sentez aussi? Les faits suivants n'arrêtaient pas de se bousculer dans ma tête. Sortir au grand air, rester calme et faire attention au gaz. Warning. Poisonous black smoke pouring in from Jersey marshes. Earth population moving to open space. Bob, turn around. Go back. Go back. Bob, I want to go home. I want to go home. Congested areas. Smoke now spreading. Les gens sentaient la fumée. Ils entendaient des bruits et ils voyaient des choses. Ça peut sembler dingue, irrationnel et stupide, mais ce n'est pas le cas. Ça l'est si on croit que le cerveau est un organe parfaitement rationnel, mais le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il absorbe les faits, les envoie vers les émotions et il en sort un jugement. Les sensations de peur ont un effet très puissant, un effet viscéral et physique sur les perceptions des gens. Martian cylinders are falling all over the country. One outside of Buffalo, one in Chicago, St. Louis. Seem to be timed and spaced.
Des auditeurs regardaient par leurs fenêtres et s'ils voyaient de nombreuses voitures dans la rue, ils disaient « Oh mon Dieu, tout le monde s'en va, on doit partir aussi ». Ceux qui ne voyaient pas de voiture à l'extérieur disaient plutôt « Oh mon Dieu, tout le monde est déjà parti, allons-nous-en d'ici ». À un moment donné, nous calculions le temps qu'il nous restait sur Terre en heures. Puis on a entendu un bulletin de nouvelles en provenance d'une cathédrale dans la ville de New York. Il y avait 5 navires de guerre sur le fleuve Hudson, prêts à détruire la ville. Les rues étaient bondées, les ponts bloqués, et des gens sautaient à l'eau comme des rats. Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. À 20h42, Wells accepte de faire une pause, 10 minutes après que les patrons l'aient exigé. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in an original dramatization. Évidemment, ceux qui avaient entendu l'histoire d'horreur étaient occupés ailleurs. À ce moment-là, les gens avaient déjà préparé leurs bagages, ils sautaient dans leur voiture et se dirigeaient dans les régions montagneuses. Alors je ne sais pas combien de personnes ont entendu la deuxième moitié. À mon avis, bien peu. Pendant la pause consentie par Wells, les appels continuent d'inonder les standards téléphoniques du pays tout entier. Dans certains quartiers, on raconte des histoires de tentatives de suicide et de décès liés à des crises de panique. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theatre's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Ma femme et moi roulions en direction de Redwood, dans le nord de la Californie, quand nous avons entendu la nouvelle. J'avais oublié que le niveau de l'essence était bas et au milieu de la forêt, la voiture est tombée en panne. Nous ne pouvions rien faire. Nous nous tenions les mains et nous nous attendions à voir des martiens apparaître au-dessus des arbres. Nous ne pensions qu'à une chose, retourner à Los Angeles pour voir nos enfants une dernière fois. Lorsque Orson Welles a dit que c'était une blague pour l'Halloween, c'était comme nous sortir de la chambre à gaz. Il était 23 heures quand on a su que ce n'était qu'une pièce. Nous étions soulagés. Un gros fardeau a été soulevé de nos épaules. Entre-temps, à CBS, les problèmes ne font que commencer. Tout de suite après la diffusion, le studio s'est rempli d'agents de police et de journalistes. Ils ont encerclé Wells et son coproducteur, John Houseman, et ont dit pour leur faire peur, « Êtes-vous au courant des décès sur la route pendant que les gens tentaient de fuir ?» Pendant un moment, ils ont cru qu'ils seraient emprisonnés. Les heures qui ont suivi ont été cauchemardesques, a dit plus tard John Houseman. On nous a sortis du studio et emmenés en bas dans un bureau sombre. Nous sommes restés assis là pendant que les employés du réseau détruisaient ou mettaient sous verrou les textes de la guerre des mondes. Le lendemain matin, le 31 octobre, l'émission Panique fait la une des journaux d'un océan à l'autre, rapportant des accidents de la route, des émeutes, des groupes de gens en panique dans les rues. Et tout cela à cause d'une pièce radiodiffusée. C'était comme assister à une pièce de théâtre et qu'une personne aurait annoncé que le théâtre brûlait. Ce genre de mauvaise blague mènerait à des arrestations et à l'emprisonnement de l'auteur. Je ne sais pas si cette diffusion a violé des lois, mais c'était un parfait exemple de « Gare au loup, gare au loup ». Au Capitole, le sénateur de l'Iowa, Clyde Herring, demande une législation pour créer un comité national de censure de la radiodiffusion et le chef de la commission des communications fédérales ordonne une enquête sur le comportement de CBS. Pire encore, même plusieurs heures après la diffusion de l'émission, le réseau reçoit un nombre record de plaintes et plusieurs personnes brandissent la menace de poursuites judiciaires.
I've had almost no sleep, and I know less about this than you do. I haven't read the papers. La seule carte à jouer pour la CBS est la contrition, et elle s'empresse d'organiser une conférence de presse. Of course, you're deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. Wells a donné en conférence de presse une grande prestation d'acteur. Il savait que sa carrière était en jeu et il savait pertinemment qu'il devait démontrer de la sincérité. Selon Houseman, Wells n'était pas du tout sincère. Au contraire, il était très satisfait de ce qu'il avait diffusé. Do you think there ought to be a law against such enactments as we had last night as a result of that? I don't know what the legislation would be. I know that almost everybody in radio would do almost anything to avert the kind of thing that has happened, myself included, but I don't know. Pâle et non rasé, il a admis plus tard vouloir donner l'image d'un chrétien repenti. Wells maîtrisait parfaitement son art. Lorsqu'une personne est aussi brillante que mon père l'était, c'est difficile de comprendre comment les autres peuvent mordre à l'hameçon. Comment était-ce possible? You might have taken advantage of the public. I simply don't know. I can't imagine an invasion from Mars would find ready acceptance. Il était sous le choc et atterré, mais en même temps, il comprenait que son nom faisait la une de tous les journaux à travers le monde. Cette nuit-là, il a été connu et célèbre internationalement grâce à l'émission. Je ne crois pas qu'il ait été désolé de cela. La guerre des mondes a été déterminante dans la carrière de mon père parce qu'avant sa diffusion, il était connu à New York comme metteur en scène au théâtre. Il était connu comme personnalité de la radio, mais il n'était pas une vedette internationale. Soudainement, Hollywood s'intéressait beaucoup à lui. Wells a tiré profit de sa notoriété en signant un contrat sans précédent. Il s'entend avec les studios RKO pour écrire, produire, réaliser et tenir le rôle vedette dans un film par année. Le légendaire Citizen Kane a été son premier. Lorsque les studios hollywoodiens ont approché mon père, ils lui ont tout de suite demandé de reproduire La Guerre des mondes sur grand écran. Bien sûr, en mettant les pieds à Hollywood, la dernière chose qu'il voulait faire était un film basé sur la guerre des mondes. Il voulait offrir du nouveau matériel et il était très emballé par le monde cinématographique. La guerre des mondes est un tournant pour Orson Welles et toute la nation qui l'a terrorisé. Suite à la soirée empreinte de panique, des milliers d'Américains écrivent des lettres à la CCF, CBS et à Wells directement afin de le féliciter pour son émission. Gentlemen, an orchid to you and to all the cast of War of the Worlds. Also, shame on you for giving me the scare of my life. Let me congratulate you on your broadcast. Thanks again for a wow of a more power to you. Martian's visitation upon this Earth was a masterpiece of realism. D'autres le réprimandent sévèrement. A horrible prank to play on innocent grave mistake. The most horrifying night I have ever experienced. I think the safest place for you is Mars. Take a rocket and get going. For those of us that love our country. Pour nous qui aimons notre pays, nous ne voulons pas ce genre de canular à la radio. Nous voulons une radio régie par le gouvernement. Nous nous opposons aux petites stations de radio de campagne qui diffusent n'importe quoi. Nous avons besoin d'une dictature radiophonique. Plusieurs s'attardent davantage sur ce qu'ont révélé les réactions du peuple américain que sur l'émission diffusée. Vous n'avez pas cru cette histoire? Non. Ceux qui ont cru à cette histoire de théâtre fictif devraient idéalement être stérilisés et privés du droit de voter. Bande d'idiots. Ça ébranle ma foi en la démocratie de penser qu'une hystérie et une panique semblables puissent affliger ceux qui devraient voter intelligemment la semaine prochaine. Les plaintes et commentaires sur la guerre des mondes inondent les journaux pendant 2 semaines.
En tout, 12 500 articles sont publiés sur l'affaire et de plus en plus, les éditoriaux blâment les auditeurs. La journaliste Dorothy Thompson applaudit Wells dans son éditorial très populaire pour avoir habilement prouvé la puissance de la propagande. Elle écrit « Hitler a réussi à effrayer l'Europe le mois dernier, mais au moins, il a des soldats et une armée de l'air pour endosser ses menaces. » Monsieur Wells a terrorisé des milliers d'auditeurs avec rien du tout. La radio est un moyen de communiquer qui peut rejoindre une quantité énorme de citoyens. Un nombre inégalé de gens peuvent recevoir les nouvelles simultanément, pour la même raison et dans le même but, par le même annonceur ou orateur. Reste à savoir quelles en sont les conséquences. Cela peut être aussi innocent qu'une discussion autour d'un feu de camp, ce qui est bien pour l'aspect social, ou un reportage sur le congrès de Nuremberg. Ou des auditeurs anxieux peuvent simplement se rassembler en famille autour de la radio pour écouter les dernières nouvelles sur la conférence de Munich ou l'invasion des Martiens qui atterrissent sous New Jersey. Scouting planes report enemy machines increasing speed northward, kicking over houses and trees in their evident haste to form a control. Les gens qui se préoccupaient de la démocratie et des débats publics se sont dit « Ça fait peur de savoir que la propagande peut être aussi efficace. Et nous, le peuple américain, devons trouver des moyens d'y faire face. Et nous devons créer des institutions qui y résisteront. » Finalement, toute l'angoisse nationale n'aboutit à rien. Le 5 décembre, 5 semaines après la diffusion, la CCF conclut son enquête et annonce qu'aucun blâme ne sera porté contre le réseau, au grand soulagement de la direction de CBS. Entre-temps, CBS avait volontairement promis une certaine retenue, suite à un accord entre le réseau et la CCF. À l'avenir, CBS utiliserait le format de bulletin de nouvelles avec plus de discernement. Des nombreuses poursuites entreprises contre Wells et CBS, aucune n'a entraîné de compensation financière. Par la suite, la presse est blâmée pour avoir exagéré le sentiment de panique nationale. Pourtant, tout le monde s'entend pour dire que quelque chose s'est passé ce soir-là, en 1938, et cet événement allait hanter la nation pendant des décennies. Dans les années 30, ce moment a été crucial dans l'histoire émotive des Américains. Il a souligné non seulement l'atmosphère de peur et d'anxiété et le besoin d'être rassuré, mais également la possibilité d'une destruction qui pourrait venir du ciel, d'outre-mer ou du pays lui-même. Je crois sincèrement que la guerre des mondes a attisé ses peurs et ses inquiétudes. La réaction des auditeurs n'était pas seulement irrationnelle. Je crois qu'il est difficile de blâmer les gens qui ont réagi à la pièce avec une telle panique. Le réflexe de survie et toutes les émotions qui s'y rattachent prennent rapidement et facilement le dessus sur la logique. Cette réalité physique et puissante relève de l'instinct animal de l'humain. Et c'est vrai pour chacun de nous. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Cher Monsieur Orson Welles, vous trouverez ci-joint une facture de 2,10 $ pour 6 whisky soda. Ne vous fâchez pas, je crois qu'il est bien de rire un peu de vous. Je me contenterai d'une paire de billets à votre théâtre ou pour votre émission L'heure de Kate Smith. Est-ce équitable? Avec tout mon respect, Madame Anna Farrell. PS, j'ai fait rire des centaines de personnes qui n'ont pas écouté l'émission et qui pensent encore que vos auditeurs sont dingues.